C'est l'histoire d'un homme à la recherche de l'histoire de l'homme. Un géoarchéologue qui arpente le monde pour comprendre d'où nous venons. Je vais couper là, il n'y a pas de sale mouvement ici. Non, c'est bon. Tout au long de ses voyages, dans les coins les plus reculés de la planète, l'explorateur fait parler la pierre, interprète les paysages sur les traces des débuts de l'humanité. Laurent Brussel vit de sa passion, mais parfois il a encore du mal à y croire. La première fois que je suis arrivé ici, j'en rêvais déjà, mais je ne m'imaginais même pas la richesse et la singularité de ce paysage. Et j'ai eu l'impression de ne pas être sur Terre. Dans ce désert brûlant d'Afrique de l'Est, entre Djibouti et l'Éthiopie, Laurent Brussel enquête sur les traces d'un ancien lac, le lac Abbé, aujourd'hui pratiquement asséché. Je m'attache ici à faire revivre les paysages et donc j'imagine un petit peu ces tours lorsqu'elles se formaient au fond du lac avec de l'eau chaude. Je remets dans ma tête un petit peu la baisse successive du niveau du lac dont on peut voir certaines marques. Et imaginez ce plan d'eau ici qui devait être immense et ces cheminées qui fumaient, qui en dépassaient. Ça devait être absolument féerique. Aujourd'hui, l'eau chaude ne s'échappe plus par le haut des cheminées du lac Abbé. Elle est à 98 degrés, hein, attention. Elle sort bouillante de la base des formations rocheuses. Ici, chaque phénomène naturel est une clé pour comprendre l'histoire de ce paysage et des hommes qui l'occupent depuis 4 millions d'années. Quelques kilomètres un peu plus à l'ouest, c'est l'endroit où on a trouvé Lucie, l'australopithèque, qui a 3,2 millions d'années. Et effectivement, on a le résumé, grosso modo, de l'humanité, en tout cas africaine, dans cette région. Peu à peu, Laurent Brussel perce à jour ce paysage lunaire pour révéler les nombreux mystères de l'humanité. À une 50aine de kilomètres du lac Abbé. Bonjour. Bonjour. Ça va, bien journée ? Impeccable, très bien. Il est 7 heures du matin. Le jour est encore timide dans le désert de Djibouti. Ah ouais. Plus. C'est quoi, il faut 40 km, mais quoi, donc il y a quoi, 30 km de route ? Avec une dizaine de scientifiques, Laurent Brussel participe ici à une fouille archéologique franco-djiboutienne. L'équipe s'apprête à passer une journée sur le terrain. Là, t'as un bouton ? Non, celui-là, il n'y a pas de bouton, celui-là. Celui-là, il n'y a pas de bouton. Ils veulent résoudre l'énigme du lac Abbé et de son mystérieux tumulus. Pendant près d'1 heure de route, ils vont traverser la plaine aride du pays Afar. Une ethnie d'Afrique de l'Est de 5 millions de personnes, qui vit entre Djibouti et l'Éthiopie. Ces bergers parcourent des centaines de kilomètres avec leurs troupeaux. Et c'est lors de ces transhumances qu'ils découvrent parfois des sites archéologiques inconnus. Comme en 2006, lorsque le chef d'un village emmène les archéologues sur un étrange amas de pierres. Un cimetière monumental, baptisé Antakari. Un tombeau vieux de 4500 ans, 16 mètres de diamètre, le plus grand en cours de fouille dans cette partie du monde. 75 squelettes y ont été retrouvés. À 1 mètre de profondeur, entre les pierres, une mâchoire, une main, un crâne, des corps recroquevillés.
Une découverte fondamentale. Ce cimetière, c'est la preuve que des nomades se sont installés ici, dans ce qui n'était peut-être pas un désert. L'appareil du monde pour l'instant. Le petit, Prendre en photo le 78. c'est 78 le petit 77, pardon. Ok. Prendre celui-là en photo. Chaque squelette est fouillé Lève le 77. et minutieusement répertorié. Là, il va pas résister. Tac. Ok. Le synopsis. Jessie Colliez est archéologue au CNRS. Elle dirige cette fouille depuis 5 ans. Pendant la mission, Laurent Brussel l'aide à comprendre comment le tombeau a été construit. Pour commencer, il a dessiné les fondations du monument. Synopsis, hein. Donc quand j'ai fait ce sondage, là, qui est un sondage géologique, on a touché le sol. Et donc là, il faudrait maintenant que je rajoute les sépultures qui ont été creusées à partir de cette De ce surface. premier niveau, ouais. Et on vient de déposer ce sable jaune ici, là, Oui, qu'on voit bien. qui vient tout recouvrir. D'accord. Au fond d'une tranchée, une tache blanche attire l'attention du géologue. C'est juste en dessous, là. Des petits coquillages qu'on trouve normalement près des lacs, qu'ils appellent des escargots. Qui sont verticales. Tu vois, ça, c'est des sédiments donc, amenés par l'homme. Et là, on s'aperçoit qu'on a une poche remplie d'escargots. Ouais, absolument. Ah oui, C'est je quelqu'un comprends. qui a pris une zone où il y avait plus d'escargots et qui l'a pris dans un pot, dans une peau, dans un n'importe quoi. tissu, ouais. Et on voit quasiment le déversement de ce D'accord. sédiment qui contient plus d'escargots. Absolument. Tu peux presque avoir le Là, il y volume. a un geste. Ouais, t'as un geste, un instantané de quelqu'un qui a versé quelque chose. En fait, ça prouve que ça a bien été apporté par l'homme, en fait. Oui, ça continue à aller dans ce sens-là, oui. Parce que c'est une formation qui ne peut pas être naturelle. Et par exemple, si Laurent n'était pas venu, on ne se serait jamais douté que ce sédiment avait été apporté. Nous, en tant qu'archéologues, on n'est pas sédimentologue, on n'est pas géomorphologue, donc on ne pouvait pas se dire que ce sédiment, pour nous, a priori, il était présent ici naturellement. C'était une butte, et ils s'en sont servis direct. Ça change tout. Pour Laurent Brussel, aucun doute. Ce cimetière se trouvait à l'époque au bord du lac Abbé. Une hypothèse que les squelettes découverts vont confirmer. On a un individu qui a la particularité d'avoir la colonne vertébrale qui est en grande partie soudée. Voilà. Donc, C'est-à-dire qu'il était comment quand il est décédé? Et bah du coup, il était certainement complètement bloqué au niveau du dos et certainement qu'il souffrait aussi énormément. Si cet homme souffrait du dos, c'est peut-être parce qu'il mangeait les poissons du lac, trop riches en fluor. Cette maladie s'appelle l'hypersémantose. On peut remarquer au niveau de ses dents, ces boules qui se forment Ouais, ça se voit au bien. niveau de la pointe des racines des dents. D'accord. Voilà. Des eaux contaminées trop fortes en fluor, ce genre de choses peuvent provoquer des hypersémantoses aussi développées. C'est-à-dire que le lac dans lequel ces populations viennent pêcher la majeure partie de leur alimentation pour survivre peut être aussi un lac qui les défavorise. C'est qui peut les possible. polluer. Avec ce tumulus, Jessie, Laurent et toute l'équipe sont tombés sur un moment clé de notre histoire. Quand les nomades sont devenus pasteurs, agriculteurs, éleveurs. C'est sous leurs yeux la révolution néolithique, avec ses outils, ses bijoux, ses rites. On peut retrouver de l'obsidienne taillée, donc les outils qui étaient utilisés par ces populations de pasteurs-pêcheurs. On va retrouver des ossements animaux, que ce soit des bovins ou des caprins qui sont domestiqués, puisqu'on est chez les pasteurs. On va retrouver aussi de la parure, parce que bien souvent, ces différents individus, ils sont inhumés avec une ornementation, des bracelets aux chevilles, des bracelets aux poignets, différents types de coquillages. Et on va retrouver aussi de l'artisanat potier. Donc on les inhumait avec des vases extrêmement décorés. Donc voilà, autant de gestes qui sont là pour accompagner le défunt dans le passage à la mort. Non, ça douce, tu peux lui donner quelques-unes. À l'heure la plus chaude de la journée, Servi comme ça. Il faudrait une autre assiette. Moi, je veux plutôt... une maison prêtée par le village offre aux archéologues une ombre salvatrice avant de partir pour une autre mission.
Dans le désert des Afars, Laurent Brussel doit décrypter un autre site exceptionnel. Des gravures rupestres découvertes il y a quelques semaines par un berger. Pendant 2 heures, l'équipe gravit d'immenses champs de pierre sous un soleil brûlant. Ils découvrent enfin une quinzaine de rochers à flanc de colline en surplomb d'une vallée inhabitée. Des gravures qui auraient entre 1500 et 2500 ans, admirablement conservées. Intéressant. Ces dromadaires sont très bien dessinés, piquetés en fait. Et puis, c'est les personnages aussi. Le bouclier, ça doit être une lance ou un bâton, hein, après tout, on n'en sait rien. Et puis, c'est surtout la forme de la tête, comme s'il y avait une coiffe. Ça fait penser à la coiffure traditionnelle des Afars. Ces dromadaires gravés signaleraient le passage de caravanes dans la région. Surtout, il y a ces girafes, aujourd'hui disparues. Elles confirment la théorie de Laurent Brussel. Ici, autour de l'ancien lac, le climat était jadis beaucoup plus verdoyant. On a un écosystème qui varie, donc on a des espèces qui vivaient là dans un environnement qui était différent et qui fluctuent, et donc on a les girafes qui vivaient là qui disparaissent. C'est le dernier jour de fouille. Pendant les 2 semaines de mission, le géoarchéologue n'a pas pu répondre à toutes les questions. L'observation à l'œil nu ne suffit pas. Des analyses en laboratoire sont nécessaires pour comprendre la végétation de l'époque. Pour cela, il va plâtrer une couche de terre du tumulus. Là, on a un zoom particulier sur une zone qui est un ancien sol où s'est développée la végétation, sur laquelle a été construit le monument. Ce bloc-là va être prélevé, il va être enduré par une résine sous vide, et ensuite on va couper une tranche très très fine qui est inférieure à 1/10 de millimètre. Et tout ça va être collé sur une plaque de verre, et on va étudier cette coupe cette fois-ci par transparence. Le tumulus est recouvert en entier. Des bâches et du sable vont protéger les squelettes qui n'ont pas été prélevés. D'accord. Mais après, on va mettre carrément une bâche, hein, ici. D'accord. Pour cette mission, la quarantaine d'ouvriers Afars reçoivent tous 160 €. C'est 2 fois le salaire minimum à Djibouti. Individu 48, 2 sacs. Ok, vendu. Os, sédiments, objets, parures, tout le matériel archéologique sera envoyé en France pour être analysé, avant d'être restitué à l'État djiboutien. Vous êtes prêts? Oui. Les archéologues ne reviendront que dans 1 an. Laurent, lui, rêve de ses vacances en France, où il doit rejoindre sa famille pour y assouvir son autre passion. Au pied des Cévennes, il retrouve sa femme Carole et leurs 4 enfants. Alors, tu te rappelles de la grotte? Chez les Brussel, la moindre sortie en famille demande un peu d'équipement. Alexandre, le test va très mieux. C'est bon, tout le monde est paré? On y va? Sous terre, c'est comme ça que Laurent préfère prendre l'air. Ça glisse un peu plus que d'habitude. L'archéologue est avant tout un amoureux de la spéléologie. Vas-y sans moi. Allez. En plus, tu sais le faire, alors bon. Allez. Très bien. Vous restez groupés, on court pas. Ça glisse. Maya, stop. Il y a de l'eau, chouchou. Tu attends. On peut boire? Oui, on peut la boire. C'est juste de l'eau de source avant la source. Ils vont passer tout ça.
C'est pas large, hein. Les grottes, les enfants Bruxelles sont tombés dedans quand ils étaient petits. C'est fait pour un verre de terre ici. Non, Attends, laisse passer Lana d'abord. Vous, ça vous inquiète pas de voir vos filles comme ça partir avec Laurent? Pas du tout. Pas du tout. Justement, de les faire découvrir ça, c'est extra, quoi. Donc, puis en plus, elles ont peur de rien, donc... Après, on fait attention, hein, forcément. Mais là, tant qu'il y a la confiance, hein. Ils m'ont vu, puis ils ont voulu me suivre, et puis maintenant ils viennent avec moi. Donc ils ont passé ce cap et je pense qu'ils se sont même jamais posé la question. Ce qui n'empêche pas que des fois ils ont eu peur et que des fois malgré tout il a fallu négocier pour leur faire franchir des petits passages. Mais tout le monde en ressort à chaque fois un peu plus grandi puisque voilà, on se dépasse. De toute manière, en spéléo, quoi qu'on fasse, il y a toujours un petit moment où on se dépasse soi-même. Allez, ça va accélérer là. À toi. Qu'est-ce qui t'a appris ton papa pour descendre dans les grottes? toujours attendre les autres. Je sais pas quoi d'autre. Pas courir peut-être. Oui, parcourir. Pas courir, oui. Ce que tu fais régulièrement, mais... Tu vois? Et sa femme, il l'a séduite dans les profondeurs de la terre. Et ici, là. Ouais. Viens là. Vous vous rappelez de la première fois où vous êtes allé dans une grotte avec Laurent? Oui, je m'en rappelle. J'ai vécu un moment pas difficile, mais impressionnant. Et en fait, c'était un puits de 90 mètres. Et c'était impressionnant et très, très intense au niveau des émotions, parce que c'est vaste, c'est majestueux. Et c'est chouette, quoi, de pouvoir le suivre dans ces aventures-là. Go, envoie le paquet. Plus jeune, c'est avec son frère cadet que Laurent a eu ses premiers frissons de spéléologue. Ça m'est arrivé, oui, de me faire très peur. Je me suis resté déjà coincé très souvent sous terre et c'est mon frère qui est venu m'aider à me sortir, etc. Enfin bon, au début, on essaie même de pousser un petit peu la montagne, mais ça, en général, ça s'arrête très vite. Et donc, il a fallu des heures et des heures pour casser la roche et m'extraire de là. Mais là, c'est bien, j'avais atteint la limite. J'ai compris ce que c'était ma limite. Bon, mais ça va, alors je peux le faire. Se faire peur tout en maîtrisant les risques. C'était le test. Adolescent, Laurent Bruxelles veut faire de l'exploration des grottes son métier. On prenait du... Mais au collège, un conseiller d'orientation mal inspiré le dissuade de poursuivre son rêve. Découragé, le jeune homme se dirige mollement vers des études de droit. À 20 ans, sa passion le rattrape et il passe tous ses diplômes, géographie, archéologie, géologie. Il devient alors géo-archéologue pour l'INRAP, l'institut qui réalise des fouilles préventives. 1, 2, 3, 4, Sa connaissance des grottes l'emmène sur de nombreux sites, au point qu'en 2015, il reçoit une distinction scientifique très prestigieuse. Là, c'est la médaille de bronze du CNRS que j'ai obtenue en 2015. Et oui, effectivement, ça, c'est quelque chose vraiment auquel je ne m'attendais pas. Cette médaille me montre que finalement, j'étais peut-être à la bonne place, finalement, et que voilà, ça peut servir aussi de modèle, qu'on n'est pas obligé peut-être de suivre les chemins tout droit, tout tracés, mais que malgré tout, on est reconnu. Voilà. Et ça, c'est une grande source de fierté. Et oui, je peux la dédier à celui qui m'a dit que j'allais pas en vivre. Au moins, grâce à lui, je me suis battu et j'y suis arrivé. Champignons? Non, tu m'as dit pas de champignons. Archéologue, spéléologue, ce scientifique atypique a surtout participé à l'une des plus grandes découvertes de l'histoire. Allez, goûte là. Dans un pays qui le fascine, l'Afrique du Sud. Laurent Bruxelles travaille une partie de l'année à Johannesburg, où il est chercheur et professeur à l'université. We have a meeting at the Origin Center. Origin Center. Yes. Thank you. Okay. Have a good day. Au pavillon de paléontologie, il retrouve un homme qu'il admire, le professeur Ron Clark. Ensemble, ils pénètrent dans une chambre forte sécurisée, interdite au public, où est entreposé l'un de nos plus vieux ancêtres. Un squelette exceptionnel que Ron Clark a découvert il y a 24 ans. It is here. C'est la première fois que Laurent Bruxelles le voit exposé ici, dans sa cage de verre. Ce squelette, Littlefoot. Quelle splendeur!
Wow. It's absolutely amazing. Yeah. Magnificent. Magnifique, n'est-ce pas? L'Australopithèque, le plus ancien, retrouvé dans un état aussi parfait. Seuls manquent quelques fragments d'os. Un squelette de sexe féminin qui a longtemps posé une énigme. Sa place dans l'histoire de l'humanité. Cette énigme, c'est Laurent Brussel qui l'a résolue après 7 ans de travail. Il a daté Littlefoot à 3,67 millions d'années. Laurent, c'est la première fois que vous le voyez comme ça, le squelette? Oui, en tout cas, voilà, mis en scène comme ça dans son coffret définitif après un peu plus de 3 millions d'années dans la grotte, c'est très touchant. C'est émouvant, oui. Ah oui, c'est émouvant parce que là, vraiment, tant d'années aussi est passé à réfléchir à ce fossile exceptionnel. Et voilà, et voir, c'est un peu son aboutissement maintenant, là, c'est pour tout le monde. Ce fossile a la valeur inestimable. Ron Clark est le seul à pouvoir le manipuler. C'est une main magnifique. Les doigts sont pliés et le pouce est plié aussi, comme ça. Et quand on la retourne, on voit bien le dos de la main. Ce squelette quasi intégral révolutionne la science. Les fossiles qu'on avait découverts avant ici en Afrique du Sud, c'était surtout des fragments d'os, des fragments d'humérus ou d'un fémur, mais jamais un membre en entier. Pour la première fois, on a ici un bras complet et une jambe complète chez le même individu. Pour la première fois au monde, on peut comparer les deux longueurs et dire avec certitude qu'il avait des jambes bien plus longues que ses bras. Pendant longtemps, dans les livres, on a représenté les australopithèques marchant comme ça, avec de longs bras comme des singes. Ce squelette nous prouve pour la première fois que l'australopithèque marchait comme nous. Il se tenait droit avec des membres comparables aux nôtres. Une découverte fondamentale, due à un incroyable coup de chance. Tout commence dans ce hangar. Un matin de 1994, Ron Clark découvre une boîte remplie de petits os. J'ai été très surpris de découvrir ça. Parmi tous les os d'animaux, un os de cheville d'australopithèque. Sur la boîte, la provenance de ce fragment de cheville. Une mine souterraine près de Johannesburg. Ron Clark trouve un deuxième os de tibia dans une autre boîte. Il a alors une intuition. Les deux os viendraient d'un seul et même squelette. Il envoie 2 assistants dans la grotte à la recherche du squelette disparu. En tâtonnant dans la roche, ils finissent par faire correspondre les 2 fragments d'os avec 2 bouts de tibia fichés dans la paroi. Regardez, c'est là. Ça s'emboîte parfaitement. Ceci est un moulage du squelette tel qu'il était disposé dans la mine. Immédiatement, je me suis dit qu'on allait trouver tout le squelette. Ici, on avait les 2 jambes, les tibias et les pieds. Et en creusant, on a trouvé les fémurs, les os de la cuisse. Le professeur rejoint ses assistants. Ils creusent dans la roche et mettent au jour l'ensemble du squelette. Littlefoot s'est fossilisé. Ses os sont devenus de la pierre.
ils ne contiennent plus de matière organique. L'unique moyen de donner un âge à l'Australopithèque, c'est de dater la roche de la grotte. Ron Clark a donc besoin d'un archéologue spécialiste des grottes. Il fait appel en 2007 à Laurent Brussel et l'invite dans une région surnommée le berceau de l'humanité. De nombreux fossiles exceptionnels y ont été découverts. Voici l'entrée de la grotte. All that was mined out. C'est une très belle entrée. Very natural. Dans l'ancienne mine, près de 30 mètres sous terre, Ron Clark emmène le géoarchéologue voir sa trouvaille. Il demande aux Français de lui expliquer la formation géologique de la grotte. On descend. We will go see that section. We'll see Littlefoot location first. Les jambes étaient par là, le crâne un peu plus haut et le bras tout en haut. On devait s'allonger ici, sur un matelas très fin. On tenait les lampes à la main et on travaillait comme ça avec la fraise pour nettoyer les os. Une fois les os dégagés, des scientifiques du monde entier tentent de dater le squelette en analysant la roche tout autour. Dans les grottes, il y a des processus qui sont beaucoup plus compliqués, avec des cavités qui se reforment, des vides qui se remplissent. En fait, donc plusieurs générations de choses, et on n'a pas un millefeuille tout simple en fait. Et donc les gens qui étaient venus avaient considéré que c'était un millefeuille simple et avaient simplement daté les couches du dessous, du dessus, et le Littlefoot étant entre les deux, ça suffisait. Sauf que ça a donné des dates très jeunes qui ne correspondent pas du tout à ce que Ron Clark pouvait imaginer de l'ancienneté du fossile d'après sa morphologie. Grâce à sa connaissance unique des grottes, Laurent Brussel comprend pourquoi les premiers résultats sont incohérents. Et donc c'est en regardant bien la stratigraphie que j'ai pu montrer que ces planchers-là n'avaient rien à voir avec l'histoire du Littlefoot et qui s'étaient formés bien après. L'archéologue français confirme enfin l'hypothèse de Ron Clark. Littlefoot a bien 3,67 millions d'années. Et il parvient même à expliquer la dernière minute de la vie de l'Australopithèque. Littlefoot, en fait, lui, a fait une chute et il a roulé sur ce talus et il s'est stabilisé sur la pente. Et la position de son corps est extrêmement intéressante parce qu'elle montre bien, disons, la scène de crime, entre guillemets, puisque lorsque Littlefoot a été découvert et dégagé, il avait la main ici, le long, il avait l'autre bras un peu sous le corps ici, les pieds par là. C'est exactement la position dans laquelle un corps se stabilise, donc il est mort sur le coup. Et il est resté comme ça sur ce talus jusqu'à ce que d'autres cailloux viennent peu à peu le recouvrir, le fossiliser, jusqu'à la voûte qui est ici. Pris dans un ciment naturel, le squelette a pu être conservé pendant plus de 3 millions d'années. Reste une question. Pourquoi Littlefoot est-elle tombée dans cette grotte? So this is number 4 and number 5. Donc là, c'est la zone 4 et la zone 5. C'est Dominique Stratford qui dirige aujourd'hui les recherches sur le site. La grotte peut encore lui révéler comment vivaient nos ancêtres. Là, on peut voir que sur ce site, on a une quantité impressionnante d'informations. Mais on doit encore comprendre quel squelette d'animaux correspond à quel squelette d'hominidés. Oh yeah. Within a stratigraphic. We cannot link them. Dans la roche, les chercheurs ont trouvé beaucoup de squelettes de prédateurs, peut-être contemporains de Littlefoot, laissant libre cours à l'imagination. Les entrées de grottes étaient des milieux qui étaient boisés, à l'inverse des autres aires autour qui étaient plutôt de la savane arborée avec beaucoup, ou arbustier avec beaucoup d'herbes. Et donc c'était plutôt des endroits où justement les primates et les hominines se retrouvaient. Donc on vit certainement près des grottes et on peut chuter dans les grottes déjà, ne serait-ce que parce que on est là tous les jours autour, quoi, et que, malgré leur habileté, voilà. Après, effectivement, il y a d'autres hypothèses, parce qu'on a retrouvé, par exemple, Littlefoot avec des squelettes. Il y a plusieurs crânes de singes, voilà, de l'époque, qui sont associés. Il y a même une mâchoire de léopard.
Et une des questions, et Ron Clark se pose toujours la question, c'est si elle n'a pas été poussée ou attaquée, parce qu'il y avait effectivement beaucoup de compétition. Sous la vaste plaine verte du berceau de l'humanité, peut-être des centaines de kilomètres de galeries, dont certaines cacheraient encore des fossiles ancestraux. T'es bon là déjà. Okay. Le principe là, ça tient. Inlassablement, Laurent Brussel descend dans ces gouffres aux merveilles insoupçonnables. Pour lui, toujours le même sentiment de liberté dans les entrailles de la Terre. Ah ouais, c'est assez impressionnant. Ouais. Je vais te faire tourner. Ça glisse un peu là. Ouais, ça glisse, ouais. Ouais. Il y a de l'eau qui coule là lorsqu'il pleut. Donc de temps en temps, on regardera le paysage pour garder des indices en tête. Et le secret, c'est de regarder derrière soi, non? Ouais, c'est de se retourner des fois pour reconnaître le paysage qu'on verra au retour. Mais là, concrètement, il y a un risque que quelque chose nous tombe dessus ou pas vraiment? Non, parce que c'est des phénomènes très très lents. Disons que les voûtes se sont plus ou moins équilibrées déjà naturellement. Mais il ne faut pas toucher. Voilà. Par contre, on a très vite fait de déséquilibrer des masses altérées comme ça. Tant qu'on ne les touche pas, ça va. Voilà. À l'égyptienne. De profil. C'est pas le meilleur sentiment de ma vie. Hein. Ouais, il y a des films comme ça où les parois se resserrent, tu sais. Faut pas être claustro. Je suis pas aussi fin, moi. Devant une des roches les plus anciennes du monde, Laurent Brussel ne peut s'empêcher d'en raconter l'histoire. Ici, c'était une mer peu profonde, relativement chaude, dans laquelle vivaient déjà des organismes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a ici des dépôts marins, on en a d'autres ici, mais entre les deux, on a cette formation grise qui est un petit peu particulière. Et quand on fait des observations au microscope, on s'aperçoit que ce sont des cendres volcaniques. Ça, c'est du volcan, ça? Ça, c'est du volcan. Mais ça, on peut les dater. Elles ont 2,6 milliards d'années. Ces roches-là, là? Ces roches-là. Et donc, tu peux toucher ou pas? Oui, il faut en profiter parce qu'on n'en a pas souvent sous la main comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont plus vieilles que la moitié de l'histoire de la Terre. Qu'est-ce que vous aimez autant dans les grottes? Ce que j'aime, au-delà des paysages, on voit à quel point des fois ça peut être beau, c'est qu'on est dans un autre monde. Ça fait partie, avec les abysses, des 2 derniers domaines sur Terre qui sont encore inexplorés et où on peut être les premiers à découvrir des passages. Et ce que j'aime aussi, c'est ce côté un petit peu hors du temps. On est là, on est au milieu de roches qui ont 2,6 milliards d'années, dans des sites où il y a des fossiles qui ont plus de 3 millions d'années, avec des plans d'eau qui mettent des mois à monter, des mois à descendre. En fait, on est complètement dans un autre monde par rapport au bruit et à l'énergie et à tout ce qui se passe dehors. Et j'aime aussi cette quiétude que l'on retrouve ici dans le monde souterrain. Arpenter la surface de la Terre comme un champ infini de découvertes. Grâce à son travail sur Littlefoot, Laurent Brussel dirige maintenant un projet de recherche sur l'origine de l'homme en Namibie. Il espère y trouver d'autres fossiles et répondre à la question qui fascine les hommes, d'où venons-nous? Un terrain de jeu à l'échelle du monde pour, un jour peut-être, inscrire son nom dans l'histoire de l'humanité.